Jean-Luc Mélenchon a réagi. À présent, les fonctionnaires sont fixés, leur travail est méprisé. La Macronie veut se passer de leur activité en supprimant leur poste. Le 10, ce sera grève générale. Olivier Faure, pathétique et crépusculaire. Au passage, cette histoire de vacances est tellement ridicule. Pour ma part, je suis parti 10 jours et toujours été joignable et suis rentré en Seine-et-Marne le 30 juillet. Le niveau. Oh, le niveau, vraiment. Bon, les Français sont responsables, et dit Éric Ciotti, monsieur le Premier ministre, les boomers ne vous suffisent plus pour justifier vos dérapages budgétaires. Nicolas Dupont-Aignan, Bayrou, ce ne sont pas les gouvernements français qui dépensent, ce sont les Français. Traduction, si le pays est ruiné, c'est de votre faute. On atteint des sommets de mépris. Et puis, vous avez vu qu'il a même fâché Giorgia Meloni ? C'est-à-dire que parmi toutes les réactions, il y a celle de la présidente du Conseil des ministres italiens, parce qu'à un moment dans l'interview, il parle de l'Italie en disant qu'ils font du dumping fiscal. Et Giorgia Meloni n'a pas du tout apprécié qu'on dise ça. Et donc elle dit les affirmations totalement infondées de François Bayrou sont stupéfiantes. Bon, ce qui les ennuie, En Italie, quoi. Même en Italie, ils n'ont pas aimé. Ce qui ennuie les bien-pensants, c'est que Mme Meloni s'en sort plutôt bien, que Trump, manifestement, a des succès, on va le dire comme ça, sur le plan économique. Il a quelques succès. Qu'en Argentine, ça va mieux qu'avant. On peut le dire aussi comme ça. Il faudrait s'y intéresser. Javier Milei, c'est intéressant. Ça va mieux qu'avant. Intéressant. Vous voyez ce que je dis ? Ça va mieux. Parce que la qu'avant. tronçonneuse, c'est pas mal. Comme oui, oui. Donc, écoutez Jean-Philippe Tanguy, réaction était ce matin avec Sonia Mabrouk. Il agit comme un repenti. Vous savez, les malfrats qui dénoncent leurs camarades en espérant avoir une remise de peine, alors qu'il est toujours à la tête du gang. Donc il est toujours responsable de la politique macroniste qu'ils ont menée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en François Bayrou ? C'est que le plan qu'il a annoncé, c'est 20 milliards de plus de prélèvements ou de privations pour les Français. Il n'y a aucune économie structurelle. Donc ce n'est pas un procès contre la personne de François Bayrou qui n'a aucun intérêt. C'est un procès contre la politique qui a été menée, qui nous a mis dans cette situation. Et il continue toujours les mêmes vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. Jean-Philippe Tanguy, il a un certain talent qui s'exprime par des formules choc. Quand il dit que c'est un repenti, un ancien malfrat qui est toujours à la tête du gang, bon, ça a le mérite de faire de la politique. Une belle métaphore. Oui, mais moi, ça m'inquiète, vous voyez. Éric Molot. Parce que la France, c'est le pays du verbe, en effet. C'est-à-dire que même dans les situations les plus tragiques, il y a des artisans du verbe qui sortent des belles formules, mais c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai l'impression que Jean-Philippe Tanguy fait des phrases sur le Titanic, en fait. Il est là, c'est le dernier tour de chant, il déclame des poèmes, il fait du audiard, mais pendant ce temps-là, le pays coule. J'ai l'impression qu'il nous reste juste le langage. Non, mais il nous reste juste le langage, qui est une particularité française. Moi, j'apprécie ce genre de formule, mais je m'inquiète. Il déclame, il chante, mais il est dans l'orchestre, mais c'est pas lui qui est à la barre. Le problème, c'est que le type qui est à la barre, lui, est en train de repeindre les transats sur le pont du Titanic. Je vais vous citer ce que dit Audiard, là-dessus, parce que ça fait un pont avec ce que vous venez de dire. Ce qui me séduit dans la droite, ce sont des écrivains. Monterland, Morand, Giono, Jacques Perret et Marcel Aimé. Je suis toujours attiré par la déconnante. Et la droite déconne. Les huluberlus, les maboules, on ne les trouve qu'à droite. La droite est braque. Il ne faut jamais l'oublier. À gauche, c'est du sérieux. Ils pensent ce qu'ils disent, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas indulgents avec les idées des autres. Je n'ai jamais entendu Marcel Aimé porter des jugements sur le reste de l'humanité, ni demander des sanctions ou des châtiments. Non, c'est drôle. C'est très juste. Exactement. Alors tout ça est un peu de psychologie. Bon, Éric Zemmour, on a cité tout à l'heure son interview dans le journal du dimanche. Hier, le parti Reconquête avait donné rendez-vous à ses représentants adhérents sympathisants à Orange dans le Vaucluse pour son université d'été. Éric Zemmour a déclaré que la seule solution pour sortir de la crise ouverte par le vote de confiance serait la démission d'Emmanuel Macron. Écoutez Éric Zemmour, les peuples se réveillent, dit-il. Trump n'est pas seul. Il a été précédé et suivi par le Hongrois Orban, par des Slovaques, des Tchèques, des Polonais, des Hollandais, des Danois et même des Suédois, des Allemands et des Italiens. Chacun dans son style, sa manière, ils expriment le réveil des peuples européens et occidentaux, le réveil des peuples qui s'étaient endormis, le réveil des peuples qui se rendent compte qu'il est minuit moins une, le réveil des peuples qui ne veulent pas mourir. L'enjeu est historique. C'est une chance inespérée pour les droites françaises et européennes de prendre leur revanche sur le progressisme de la gauche qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les a culpabilisés, délégitimés et enfin soumises à son impérieux magistère. C'est une chance, mais il n'y aura pas d'union des droites, jamais, Thomas Bonnet. Non, alors il y a quand même Éric Ciotti aussi qui a parlé hier, qui a quand même été un instigateur de ce pont. Il a essayé, il a un groupe parlementaire. La recomposition politique
peut amener à de nouvelles alliances. Pourquoi pas ? Il ne faut pas insulter l'avenir. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Éric Zemmour, particulièrement dans l'interview au JDD, l'interview croisée avec Sarah Knafo, ils parlent de la radicalité, ils disent que les Français sont en attente de radicalité. Je crois que là, ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, les mesures, et quand je dis radicalité... multiples, parce qu'il y a une radicalité parfois LFiste. Et bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'à gauche comme à droite, on voit qu'il y a une forme de besoin de radicalité et que les mesures, un peu les demi-mesures, ça n'attend pas. Il y a des demandes contradictoires, parce que LFI, ça pèse. Ça pèse 15-20% des jeunes gens qui sont LFistes. Donc, c'est des demandes très contradictoires, même opposées du peuple français. Bien sûr, il y a une grosse fracture, en effet, sur les questions sociales, idéologiques, culturelles. Mais sur l'autre point, la démission du président de la République, ça voudrait dire que l'élection présidentielle aurait lieu dans un délai très court. Sauf s'il la planifie. Il peut le prévoir, il peut prévenir et dire je démissionne après les municipales. C'est ce qu'on entend quand même. En disant pour permettre aux partis. C'est Jean-François Copé qui C'est tendance. Vous avez vu les kamikazes, actuellement, les harakiri durent longtemps. Non, mais c'est pas ça. Avec le Premier ministre Bayrou, ça va durer 15 jours au total. Ce dont on a besoin, c'est d'un vrai débat sur les questions dont on débat depuis, oui, ça, c'est vrai. depuis le début de l'émission. De toute façon, il n'y aura pas de démission. Non, mais c'est pas en un mois que ça se fait. Il ne se passera rien avant la présidentielle. Bon, Sarah Knafo a pris la parole également dans le journal du dimanche. Elle a parlé des Juifs. Après avoir fui les banlieues, les Juifs quittent maintenant carrément la France. Quelle tristesse de voir tant de Français qui aiment notre pays et se sentent obligés de le quitter quand tant de gens qui le détestent y entrent chaque année. Ce à quoi Éric Zemmour a répondu: on ne peut pas importer des antisémites et s'étonner de la montée de l'antisémitisme. Et puis, sur l'alliance des droites, une alliance sera donc nécessaire pour l'emporter. Tous les électeurs le savent. Il serait grand temps que les politiciens le comprennent. Mais ça, c'est un vœu pieux. Mais Reconquête, à l'échelle locale, va procéder à des alliances. C'est là leur différence. En tout cas, la manière pour eux de se différencier, c'est qu'eux vont localement faire des accords avec le Rassemblement national, LR ou d'autres. Enfin, c'est quoi l'espace politique aujourd'hui pour Reconquête? Mais leur principe, c'est de dire qu'il y a des idées. Il y a un besoin de radicalité. Écoutez, il suffit d'aller sur le terrain, de parler des gens de droite, et les gens de droite, ils veulent beaucoup, en tout cas, ils veulent beaucoup une sorte de programme commun de la droite. Juste à les entendre. C'est pas donner mon avis que je donne là, c'est simplement dire ce qu'ils veulent eux, les gens de droite majoritairement. Évidemment, forcément, des gens qui ne le souhaitent pas. Alors, en revanche, l'union à gauche, c'est reparti. Parce qu'Olivier Faure, ça c'est extraordinaire, je m'y attendais pas. Parce que je pensais quand même qu'Olivier Faure, entre le PS et LFI, le cordon avait été coupé. Non. Mais pas du tout. Hier, il a dit on repart. J'allais dire on repart comme en 40. Il y a le péril de l'extrême droite. Mais vous y avez cru, Pascal, vraiment? Ça m'étonne de vous. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, c'est une question auquel tous les politiques devraient répondre. Entre LFI et RN, tu choisis quoi? Ça, c'est vous avez vu, il y a une députée socialiste qui a mis un signe égal ce week-end sur Radio G, une candidate socialiste qui a dit, en gros, elle a envoyé aux ados le RN et LFI, elle a reçu des centaines de messages d'insultes sur les réseaux sociaux, si bien qu'elle a dû faire un peu machine arrière. Écoutez, Monsieur Faure... C'est terrible à dire, mais Olivier Faure, il est élu dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Et c'est une circonscription qui, pour lui, est ingagnable sans les voix de LFI. Ben oui. Mais il doit négocier au niveau national s'il y a un accord ou pas d'accord. Mais il pense à lui. Alors, il pense à lui, comme Monsieur Bayrou, il pense à eux. C'est un peu la réputation qu'il a, Olivier Faure. Mais évidemment. Déjà qu'il pense, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas évident. Bon, écoutez ce qu'il a dit sur le Front républicain qui, évidemment, se remettra en place à la première occasion. J'ai dit, notamment qu'à France Insoumise, j'ai dit avec la gauche et les écologistes, et à chaque fois qu'il y a une menace de victoire de l'extrême droite, eh bien, faire en sorte qu'il y ait peut-être effectivement un candidat commun. Mais tout ça est de la politique fiction, parce qu'il n'y a pas de dissolution, parce que nous n'avons pas engagé de négociation, et parce que pour l'instant, la seule chose que je vous dis à ce micro ce matin, c'est que moi, je souhaite des solutions immédiates pour les Françaises et les Français. Ça peut être dans un certain nombre de circonscriptions, un partenaire électoral, évidemment. Et Gilbert Collard, qui a le sens de la formule également. C'est vrai que le sens de la formule est... Alors, Jean-Luc Mélenchon a aussi ce talent, disons, du sens de la formule. Écoutez le gameleur Olivier Faure se déclarait prêt en cas de dissolution à s'entendre avec LFI, au prétexte religieux, bien sûr, d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir au bénéfice d'une extrême gauche radicale, bordélisante, anti-flic et antisémite.
Non mais Olivier Faure retournera à la gamelle autant de fois qu'il sera nécessaire. Pas la peine de l'écouter. Il suffit d'attendre les élections et il rentre dans le rang. Voilà. En revanche, vous avez entendu hier François Bayrou, en parlant du Front républicain, a dit qu'il n'était pas certain que ça se remettrait en place comme l'an dernier. François Bayrou, alors est-ce qu'il a du pouvoir pour dicter aux responsables du centre de ne pas faire de Front républicain, mais il dit c'est pas sûr que ce soit comme l'an dernier. Ce qui est certain, c'est que leur électorat ne les a pas suivis. Et comme on est à 1 an de la présidentielle, ces gens-là pensent à leur électorat de temps en temps, surtout quand arrivent les élections. Donc il est possible effectivement que ça ne se passe pas de la même manière. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, je sais que Madame Borne est donc en visite. Je ne sais pas si elle est dans un lycée, dans un collège. 15e arrondissement. Elle est dans le 15e arrondissement. Il y a eu des images peut-être, et Marine Lançon nous proposera ces images. Bon, que dire sur cette rentrée scolaire? Sinon que si vous êtes parent aujourd'hui, vous avez un enfant de 6 ans, 7 ans, vous avez 3 possibilités. Vous le mettez dans le public, vous le mettez dans le privé, ou vous le mettez hors contrat. Voilà une bonne question. Ça dépend de l'établissement public. Oui, parce qu'il y a des bons établissements publics. Voilà. Alors ça, je suis d'accord avec vous et ça, il faut le dire. Il y a une autre question. C'est M. Papendiaï, ancien ministre de l'Éducation nationale, a fait l'éloge de la mixité sociale. Il a dit c'est formidable, il faut absolument que tout se mélange. Bon, évidemment, ces 3 gosses étaient à l'école alsacienne, c'est-à-dire c'est même pas l'école privée, c'est le NEC plus ultra. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Est-ce que de temps en temps, il ne faut pas accorder ses convictions à ses pratiques? C'est plutôt ça. Et on parlait du déni. Il y avait une interview, pas sur Europe 1, bizarrement, sur une autre radio, d'un disciple de Bourdieu qui a dit « Tout le drame de l'école française, c'est l'obsession de la compétition et de l'évaluation. » Quand vous tombez sur ça le jour de la rentrée, qui a dit ça? 8h, un disciple de Bourdieu que moi je ne connaissais pas, qui a été présenté comme tel, il a dit « C'est très simple, manque de moyens, évidemment, c'est toujours la ritournelle, obsession de la compétition et de l'évaluation. » Donc, ça ne changera pas. Les discours ne changent pas, donc les pratiques ne changent pas. Et M. Papendiaï, là, c'est le... Et Mme Borne a lancé un combat absolument prioritaire. Il faut réécrire l'inscription sur le Panthéon. Il faut dégenrer le Panthéon. Et les cours de récré, je suppose, non. Bon, il y a des profs en moins. Je vous propose de voir le sujet d'Inès Ali Khan. Chaque année, à la rentrée scolaire, c'est le même constat. Des centaines de classes restent sans enseignants pendant des semaines, parfois des mois entiers. Et les chiffres sont là. Plus de 1700 postes n'ont pas été pourvus au dernier concours. Et le ministère cherche encore plus de 1000 contractuels. On n'a pas forcément tous les professeurs à la rentrée dans tous les établissements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être de pire en pire au cours de l'année. C'est-à-dire que quand des professeurs vont tomber malades, des stagiaires vont démissionner, etc., on aura de plus en plus de mal à trouver des remplaçants au cours de l'année. Pour les syndicats, les équipes de remplaçants sont insuffisantes et les conséquences pédagogiques pour les élèves importantes. Perdre 4 heures de cours d'une discipline, c'est quelque chose qui peut se rattraper, qui n'est pas gravissime. En revanche, ne pas avoir cours pendant plusieurs mois, parfois pendant l'année entière, ça arrive, eh bien, c'est quand même énormément de retard, énormément de difficultés. Ça peut avoir un impact également sur les examens. Parfois, c'est un professeur de français de première qui n'est pas remplacé, alors qu'il y a le baccalauréat de français en fin d'année. De plus en plus de familles redoutent une année scolaire morcelée, confiés à des contractuels, parfois sans formation, selon le syndicat. On a beaucoup parlé la semaine dernière de l'école et que dire de plus? Les classements PISA disent tout. Les classements PISA, ça a été mis en place en l'an 2000. C'est dans l'OCDE. Il y a 38 pays de l'OCDE. 38 pays de l'OCDE. On est passé en gros de la 9e, 10e place à la 25e en lecture comme en mathématiques. Bon, ça c'est comme ça. Et vous savez quel est le pays où on lit le mieux, où les petits Européens lisent le mieux? C'est l'Irlande. Alors pourquoi l'Irlande? Pourquoi l'Estonie? Irlande et Estonie. Bon, je m'interroge. Il y a sûrement une raison. Qu'est-ce qui fait que les Estoniens lisent mieux que les Français? C'est les 2 pays de l'Union européenne qui sont en tête. Peut-être que c'est le but de leur école, parce que nous, le but de notre école maintenant, c'est de créer des citoyens éco-responsables, de combattre les préjugés de genre et surtout de combattre les inégalités, ce qu'évidemment l'école ne fait pas, puisqu'elle les creuse en réalité. Donc c'est pas du tout d'apprendre aux enfants de transmettre notre culture. Donc bon. Alors, vous avez vu l'exemple que vous citez, il y a une piste aussi.
On ose évoquer l'homogénéité ethnique, peut-être. Je n'osais le dire. Aussi, en Estonie. Je n'osais le dire. À part les Russes. Il y a des Russes. Il y a des Russes, il y a beaucoup de Russes en Estonie. Je n'osais le dire. Bon, vous avez vu que lundi 1er septembre, le Var passe en vigilance orange. Et visiblement, il n'y aura pas. La rentrée est reportée dans le Var. Hein. Donc et les Bouches-du-Rhône. À demain. Ah bah oui, et les Bouches-du-Rhône. Un jour de vacances de plus. Autre actualité en Belgique. En Belgique, l'autre actualité, lors de la séance du conseil municipal de Molenbeek, le 27 août dernier, Salia Raïs, élu du Parti socialiste Voorwit, s'est indigné de commentaires à connotation raciste, notamment en lien avec son voile, publié sur certains contenus en ligne du mouvement réformateur local. L'élu a déclaré « Si on dérange, si la commune est invivable, dégagé ». Et c'est vrai que c'est une... Vous avez peut-être vu cette... On n'a pas les images parce que... Alors, on va la voir. Il y a ce qu'elle dit et le ton sur lequel le ton qui est vraiment extraordinaire. L'arrogance. Mais l'arrogance, mais... Ça vous rappelle rien ? Dans ce ton, il y a la revanche annoncée. Oui, c'est vrai. On est plus nombreux et on va prendre le pouvoir et on va prendre le pays. C'est ça qu'il y a dans son ton. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais elle dit maintenant, on est chez nous. Voilà ce que j'entends dans ce qu'elle dit. Elle veut le grand remplacement. Elle l'applaudit. Écoutons. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, ben, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Ouais, tout est dit dans le petit rire. Voilà. Vous avez un seul droit, c'est de vous taire et de subir. Ou de partir. Voilà. Oui. On l'entend parfois. Dans les années 70, il y avait une bande dessinée où on voyait un bourgeois un banquier tel qu'on les montre, avec un gilet 3 pièces, une chaîne en or, etc., qui disait « Moi, je suis pour la lutte des classes et que la bourgeoisie gagne ». Et à ce moment-là, il riait. C'est à peu près la même chose, là. Le Figaro Magazine voyage en Belgiquistan. Vous avez peut-être vu cette comment l'islam s'est imposé en Belgique. Et c'est vrai que nos amis belges qui nous écoutent... Alors, la télé belge... Oui. Elle ne permet pas d'entendre toutes les voix discordantes. C'est le cordon sanitaire, je crois. Oui, c'est absolument formidable. Ils ne veulent pas mettre à l'antenne des représentants de la droite. On a le Figaro même les discours de Trump sont traduits avec un peu de retard. Mais on en avait parlé. Oui, au cas où. Au cas où, comme vous dites.